Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau format interview. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Noémie. Nous allons parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est comment transformer son énergie après 40 ans. Est-ce que vraiment c'est une crise? Est-ce que c'est une métamorphose, la quarantaine? Comment passer cette transition? Comment bien la vivre en tant que femme, en tant que mère? On va en parler avec mon amie Noémie. Noémie, bienvenue. Bonjour à tous et bonjour Elodie. Je suis très contente de t'accueillir sur ma chaîne. Voilà, moi, Moi, merci d'être là. ça me touche beaucoup. Noémie, c'est une de mes grandes amies dans la vie perso, mais on s'est aussi beaucoup suivis en tant qu'entrepreneuse et dans la vie professionnelle. Donc, je suis vraiment très, très touchée, très heureuse que tu sois là. Alors, Noémie, c'est qui? Comment vous la présentez? Parce que Noémie, j'aurais tellement de choses à vous dire sur elle. Mais bon, je vais essayer de rester synthétique. Donc, Noémie, elle est coach en parentalité. Et elle est aussi une grande spécialiste du développement personnel. Et elle est conférencière, elle est formatrice, elle a écrit de nombreux livres qui ont été des best-sellers. Et elle est aussi maman de 3 enfants. Donc, elle est aussi là pour vous parler de ça et de cette transition-là qui se passe à cet âge-là. Donc, bienvenue Noémie. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus de ton parcours à toi? Comment ça s'est passé finalement cette transition euh, vers la quarantaine et puis ensuite la cinquantaine? C'est quoi pour toi en tant que femme ton parcours, ton expérience? Alors, déjà, est-ce que c'est une crise ou est-ce que c'est un réveil? Je pense que dans la vie, parfois, la vie, ça nous réveille. C'est vrai que la quarantaine, on va parler d'abord, on va scinder les deux périodes. La quarantaine, en fait, c'est à peu près ça. On arrive à peu près au milieu de sa vie, tu vois. Bien sûr que ça peut durer plus longtemps, mais c'est à peu près on est à mi-chemin. Et souvent, j'aime bien schématiser ça comme une montagne. Tu vois, tu as gravi la montagne, tu es en haut de la montagne à 40 ans. Et donc, en haut de la montagne, bah, tu vois un petit peu, tu fais un peu le bilan de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et ensuite, bah, tu te dis, bah, je continue, mais comment? Et souvent, tu questionnes les choix que tu as faits. C'est souvent une période dans la vie où les enfants ont grandi. Alors, c'était pas mon cas du tout, moi, mais on en reparlera, mais où les enfants ont grandi, où on a un peu plus de temps, où on remet en question, en fait, tous les domaines de sa vie. Professionnellement, est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je fais ce que j'aime? C'est d'ailleurs pas par hasard qu'il y a souvent des bilans de compétences qui sont faits vers la quarantaine et des remises en question, on se réoriente professionnellement à cet âge-là. Parfois, on fait un enfant. Voilà, à la quarantaine et sur sa famille. Parfois, on se sépare aussi parce qu'on se rend compte que c'est pas la vie, enfin, que cette vie-là nous correspond plus ou qu'il y a eu trop de problèmes, dans notre couple. Voilà, c'est vraiment, oui, je trouve que le mot réveil, c'est pas mal. C'est le moment où on cesse de courir après ce que les autres attendent de nous. Je pense que vraiment la quarantaine, c'est le moment où on n'en a plus rien à faire de ça. On est un petit peu décomplexé du regard des autres, même si on n'en est pas complètement défaite, mais en tout cas du regard par rapport à notre famille, par rapport à ce qui était vraiment attendu, pour aller enfin vers ce que on essaye, en tout cas on tend vers ça, on voudrait aller vers ce qui nous fait vraiment vibrer. Souvent, on se cherche à qui je suis, qu'est-ce que je veux. Donc c'est pas une chute, mais c'est une mue, tu vois? Un peu comme le changer de peau, changer de et c'est ce qui est difficile d'ailleurs souvent à la quarantaine, hein, c'est vraiment un processus qui est inconfortable. Parce qu'il faut renaître à soi-même et un petit peu il faut faire le constat et être très honnête sur le bilan qu'on fait sur sa vie et oser peut-être aller vers autre chose. Donc voilà ce que c'est que la quarantaine. Moi, à 40 ans, je redémarrais dans une nouvelle vie de couple. J'avais divorcé j'étais divorcée depuis des années. J'avais une fille qui avait 9, 10 ans à l'époque, ma fille aînée. Et donc, oui, ma quarantaine à moi, ça a été une reconstruction après plein de questionnements, plein de machins. Ça a été de refaire ma vie, de reconstruire un couple, de reconstruire une famille, de repartir sur autre chose. Mais à 40 ans aussi, c'est l'âge où j'ai professionnellement aussi changé de voie à ce moment-là. Voilà, il y a plein de choses. Alors quand on dit quarantaine, attention, ça peut commencer vers 36, 37 ans et aller jusqu'à 45, 46, hein, c'est une étape. Mais souvent, il y a ce chamboulement qui arrive à ce moment-là et Ouais, donc dont c'est on ne doit pas avoir peur parce que c'est souvent pour être mieux, tu vois? oui.
Ouais, donc toi, tu le vois vraiment comme une transition, comme un moment finalement de transformation, hein. Tu nous parles de mutation, de on change de peau en quelque sorte et puis il peut se passer comme ça des moments compliqués. Alors toi, tu as vraiment changé de vie à cet âge-là puisque, tu as reconstruit un couple, tu as reconstruit une famille, tu as eu aussi des enfants, dans ces âges-là, hein, c'est ça? Ah oui, oui, moi les 2 dernières, elles sont nées, j'avais 40 et 41 ans, donc vraiment je les ai faites, en pleine quarantaine. Ça a décalé ma petite crise de la quarantaine vraiment, puisque je me suis réorientée professionnellement vers 45 ans, tu vois? Même, non, même avant, alors attends, c'était quand? Oui, mes filles, devaient avoir, 3 ans à l'époque, oui, donc c'est vraiment c'est venu vraiment vite derrière, hein. C'est comme ça que je me questionnais déjà, mais c'était pas le moment, tu vois? Tu peux pas être enceinte et refaire, une vie professionnelle. Voilà, il y avait des choix à faire. Mais j'avais déjà eu un changement professionnel juste avant d'avoir mes filles, hein. Mmh, ouais, donc c'est un peu finalement la dizaine du changement, quoi. Enfin, entre 40 et 50, il se passe beaucoup de choses. Ah oui. Il peut y avoir des enfants, il peut aussi y avoir des nouveaux jobs, en effet, une réorientation professionnelle. Et justement, qu'est-ce que tu penses de cette transition qui est pas toujours simple? Parce que moi, j'ai beaucoup de femmes, qui m'écoutent, qui ont 40, 45, 50, qui vivent les symptômes de la préménopause, de la ménopause, qui se sentent se flétrir, comme atteindre une date de péremption, se dire: «Ça y est, Ouais. c'est foutu, j'ai tout qui dégringole, je prends du poids, j'ai pas d'énergie, je déprime, j'ai la peau sèche, j'ai plus envie de rien». Et donc cette forme de dégringolade, alors qu'en même temps, on a justement à 40 ans, bah, souvent une meilleure connaissance de nous-mêmes. Ah On oui. a déjà franchi des caps, il y a des choses qui ont été difficiles, qu'on a passées, qu'on a réussi, donc on se connaît mieux, on peut avoir plus confiance en soi et en même temps, il y a plein de chamboulements qui arrivent, le couple, le travail, le corps, de la femme qui se modifie, fortement sur un plan hormonal. Comment tu as géré, toi, ces transitions-là pour en faire des opportunités, des cadeaux finalement? Alors moi, je suis pas très sensible au changement de mon corps à ce point. Alors, oui, on va mettre de la nuance, hein, mais je pense qu'il y a une phase où il faut accepter. C'est venu plus tard, moi, les changements vraiment de corps ou de choses comme ça, ça m'a pas tellement affectée, donc je peux pas trop dire. C'est venu plus tard. Donc c'est plus vers la cinquantaine que j'ai vécu ça qu'à 40 ans où moi je me sentais quand même encore très bien, dans mes bottes et dans mes baskets. Bon, j'avais pas de préménopause non plus, c'était pas le sujet, je venais d'être jeune maman, je me sentais plutôt, enfin moi à 40 ans, je me sentais encore très jeune, hein, j'avais pas ce truc de me dire, que ça y est, c'était foutu. En revanche, c'est vrai que ça peut arriver. En tout cas, moi, ce que je constate, moi, des personnes que j'accompagne, parce que souvent elles ont cet âge-là, hein, quand elles arrivent en consulte, en coaching, moi, c'est vraiment l'âge que c'est toujours des filles qui ont cet âge-là, sauf quand c'est des problèmes en parentalité, où là, je peux avoir, des âges différents parce que, voilà, on peut avoir, des problèmes avec un enfant qui est tout petit. Mais, comme toute métamorphose, ça peut sembler à une crise. Mais c'est vrai qu'on va vouloir chercher plus de sens. Alors si on se sent pas bien dans son corps et cetera, bah, faut questionner les choix qu'on a faits jusqu'à maintenant aussi. Parce que c'est toujours pareil, moi j'ai toujours une bonne hygiène de vie. Donc je pense que ça compte aussi. Donc oui, il y a des transformations physiques. Alors oui, à 40 ans, on a quand même le corps moins ferme. Moi j'ai eu 2 enfants en plus qui sont nés, la même année. Donc autant dire que mon corps avait été malmené, mais j'ai fait du sport, j'ai enfin, ça s'est pas mal passé finalement au niveau, physiologique. Mais parce que j'avais une bonne hygiène de vie, donc peut-être aussi que on se laisse peut-être parfois aussi embarquer dans quelque chose. Parce que justement, on va pas très bien dans cette période charnière et que donc, bah, peut-être que si on a la peau très sèche aussi, c'est peut-être un problème d'hygiène de vie. Peut-être qu'on fait pas les bonnes choses, peut-être et puis c'est pas à toi que je vais le dire, c'est qu'il y a aussi une manière de gérer peut-être, son alimentation, son hygiène de vie, il y a peut-être des ajustements à faire pour se sentir mieux et avoir moins ces troubles. C'est-à-dire que si j'ai la peau trop sèche, bah, qu'est-ce que je fais pour en arriver là? Est-ce qu'il y a pas des choses que je fais pas bien aussi? Voilà, et qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux?
Alors, de ce que j'entends, de ce que tu dis, c'est intéressant. Je rebondis là-dessus parce que tu nous dis que finalement, il y a ce sujet de questionnement. Tu nous parlais aussi le fait de faire un bilan à un moment donné, justement, à cette quarantaine, parce que s'il y a des choses qui vont pas, faire un bilan. Et tu nous parles d'hygiène de vie. Moi, j'ai deux questions pour toi. Du coup, c'est quoi tes conseils de base pour toi d'hygiène de vie qui t'ont aidé à traverser aussi ces crises, ces moments difficiles et à en faire des opportunités? Et puis aussi, comment on se réoriente justement? C'est quoi les premiers pas pour faire un bilan et se questionner de la bonne façon? Alors, souvent, c'est oublié. Moi, c'est ce que je vois le plus souvent, pour tout ce qui est hygiène de vie, c'est que les femmes deviennent des mamans et quand elles deviennent des mamans, alors et qu'en plus elles ont une vie professionnelle intense ou même quand elles en ont pas d'ailleurs et qu'elles sont au foyer, et ben, elles sont complètement dédiées au foyer, aux enfants, à la gestion de la maison et cetera et du coup, elles sont en dernier dans leur to-do. Résultat, comment je prends soin de moi quand je passe mon temps à prendre soin des autres? Évidemment, c'est pas de leur faute, mais elles n'ont pas consacré de temps, en fait, à elles. Alors, comment moi je l'ai géré? C'est que je pense que j'ai toujours pris soin de moi. C'est vraiment un truc, c'est sûr, hein, voilà. Alors, j'avais moins de temps quand mes enfants étaient petites, ça c'est sûr, mais il y a des choses, par exemple, aller me coucher sans me démaquiller, c'est pas possible. J'ai toujours mis de la crème sur ma peau, par exemple. J'en prends soin depuis que je suis gamine. Mais vraiment gamine, hein, c'est quelque chose qui était important. Du sport, c'est vrai que quand j'avais mes filles, j'en faisais beaucoup moins. Mais je m'obligeais quand même à faire des choses, ne serait-ce qu'à la maison. Pendant des années, j'ai pris un tapis, je l'ai mis devant ma télé et j'ai fait du sport devant ma télé. Parce que j'avais pas le temps de prendre ma voiture, d'aller à la salle. Moi, j'habite en plus à la campagne. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une salle qui s'est ouverte pas loin, mais c'était pas le cas avant. Donc j'avais pas le temps pour ça. Manger équilibré, ça a toujours été important pour moi. Donc ça, c'était pas difficile puisque je voulais aussi que ma famille mange équilibré. Donc finalement, tout le monde en profitait. Mais voilà, tu vois, c'est des petites choses qui font qu'en fait, c'est pas négociable dans sa to-do. OK, je suis une maman, OK, ça me prend plein de temps, mais je prends le temps d'aller chez le coiffeur quand même, de faire un masque sur mes cheveux, quitte à dormir avec et l'enlever le lendemain, de me mettre un peu de crème sur le visage, de faire un petit soin de temps en temps, voilà, c'est pas juste d'aller se faire masser une fois, il vaut mieux jamais aller se faire masser et quotidiennement faire des petites choses pour se sentir bien Oui, et en plus Noémie, moi j'ai eu la chance d'aller chez toi et de goûter à ta cuisine. Tu es une grande cuisinière. Alors, d'ailleurs, les gens ne le savent pas forcément, mais sachez-le que Noémie est une excellente cuisinière. Et ce que j'ai toujours adoré, parce qu'on a souvent parlé un petit peu nutrition comme ça, toutes les deux, je sais que bon, toi, tu as aussi des valeurs, tu es végétarienne, et aussi tu as ce plaisir. Je me rappelle que tu me disais, quand on avait un peu marre de travailler, tu allais cuisiner. ouais. C'est aussi, pour moi, dans tes rituels, ça va au-delà de juste: «OK, je me fais passer en premier parce que c'est important pour moi», mais aussi tu as réussi à créer un vrai plaisir autour de ça. Ah mais oui, mais m'occuper de ma peau, c'est pareil, m'occuper de mon corps, c'est pareil. Ah bah oui, parce que si j'ai aucun plaisir à le faire, au bout d'un moment, faut trouver le sport qui nous plaît. Ne serait-ce que d'aller marcher ou de faire du vélo ou je sais pas, mais il faut trouver un sport qui nous plaît. Moi, par exemple, j'adore le yoga. Je peux plus vivre sans yoga, c'est pas possible, quoi. J'y pense même de temps en temps comme ça, j'ai des pulsions de yoga. Faut que je fasse du yoga. Et donc, faut trouver le truc qui nous plaît. Une fois qu'on a, c'est pas, il faut faire du sport, c'est quel sport j'ai envie de faire. Tu vois, c'est vraiment de se libérer de ces il faut, je dois. C'est quel sport j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et puis, voilà, si c'est juste aller marcher, c'est un sport, hein. Il suffit de marcher longtemps, pour le coup, et peut-être un peu dynamique, d'y mettre un peu de dynamisme. Voilà, c'est commencer à faire quelque chose, mais le faire aussi avec une intention de se faire du bien. C'est-à-dire que comme tout le monde, moi, je pourrais manger des gâteaux toute la journée. Je suis pas trop une bouche sucrée, mais oui, il y a des choses, tu vois, qui peuvent susciter de l'envie chez moi, oui, mais je me pose toujours la question: «Est-ce que ça me fait du bien vraiment?» Si j'y réfléchis, oui, là, c'est la pulsion, on me dit: «Ouais, ça fait envie, il faut le manger». Mais est-ce que vraiment je me fais du bien quand je fais ça? C'est pour ça que souvent j'arrête, après un ou 2 verres de vin parce que je sens que non, c'est pas OK, que demain je vais pas être bien. C'est se respecter soi-même, en fait, hein. Et donc oui, si t'aimes faire la cuisine, ben, en principe, quand t'aimes manger, t'aimes faire la cuisine. C'est très rare, ça arrive, hein, je connais des gens qui adorent manger, mais qui aiment pas faire la cuisine. Mais en principe, ça va un peu avec. Et même quand on n'aime pas,
admettons qu'on n'aime pas faire la cuisine, si on aime manger, c'est là où on va trouver la motivation. Comme j'aime manger et que j'aime manger les bonnes choses, bah oui, je me pousse un peu pour faire un truc bon. Ouais. Et comment tu gérais avec, justement à la quarantaine, avec des jeunes enfants, entrepreneuses, la gestion justement des repas, c'est quoi tes astuces, tes façons de faire pour, même quand on manque de temps et même avec les années qui passent, à 45 ans, tu as toujours été une passionnée de cuisine et avec des repas absolument, délicieux, y compris au quotidien, comment Mais tu parce que je prévois tout, en fait. Encore aujourd'hui, j'ai pas mon petit carnet là, mais je pourrais te le montrer. J'ai un agenda, tu sais les agendas pour mettre des rendez-vous? Dont on se sert plus du tout aujourd'hui, en tout cas très peu. Certains doivent encore les utiliser, moi non, hein. Tout est informatique chez moi. Mais par exemple, j'ai un agenda et sur l'agenda, bah, tous les jours, on sait ce qu'on mange. Moi, je sais ce que je mange d'avance. On sait ce qu'on va manger, alors je m'en rappelle pas toujours du jour au lendemain, mais quand je vais dans ma cuisine, j'ouvre mon truc et je vois ce que je mange aujourd'hui. Et tout ça, je le décide le dimanche ou le vendredi ou le samedi, enfin chacun fait comme il veut. Moi souvent c'est même pas le dimanche, c'est le jeudi. Le jeudi, je vais faire les courses le vendredi, le jeudi soir, je décide de ce qu'on va manger pour la semaine et je fais mes courses en conséquence et tout ce qui est produit très frais, on va le manger tout de suite. Et puis tout ce qui peut, je sais pas si je fais un truc à base de riz, de pâtes, des choses comme ça, où il y a moins de produits frais à l'intérieur ou des produits frais qui peuvent se garder un petit peu plus longtemps, comme des courgettes, tu vois, tu as certains légumes qui restent bien plus longtemps que d'autres, un chou-fleur, enfin voilà, des trucs comme ça. Puis tu as des choses qui se flétrissent plus vite, comme des épinards, des brocolis, qu'il faut manger plus vite. Bah voilà, j'organise comme ça. Et moi, c'est un plaisir, soit de prendre, avant, je prenais tous mes livres et je faisais ça le dimanche soir, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais quand mes filles étaient petites, je faisais ça le dimanche soir et j'allais le lundi faire mes courses parce que j'avais le marché dans la ville où j'habitais. Donc, je faisais le petit Franprix du coin, le marché et je rentrais chez moi. Donc, c'était le dimanche soir et je notais, je feuilletais mes livres et je me disais, ah ouais, tiens, je vais manger ça, je vais manger ça. Et en plus, l'avantage de faire ça, ça a vraiment un avantage pour moi, c'est que quand j'ai pas d'idée, ben, je reviens en arrière dans le bouquin. J'en garde au moins de 2 ans d'avant et je regarde en arrière et ça me donne des idées de repas, de choses, ce qui fait que je me lasse pas parce qu'on mange rarement la même chose ou alors il se passe vraiment du temps avant que je refasse le même repas. Et surtout, j'aime découvrir des nouveaux trucs. Et aujourd'hui, à l'ère d'internet et des réseaux sociaux, alors moi qui suis jamais, bah, je vais sur Instagram pour des recettes, hein. Je suis abonnée, j'ai un compte, mon compte que tout le monde peut trouver, sur lequel, je publie, mais j'ai un autre compte sur lequel il y a que moi, qui est complètement privé, mais où je m'abonne à des jeunes femmes qui publient, des recettes pour aller trouver de l'inspiration. Waouh! Mais c'est très intéressant parce que, tu vois, tout ça te paraît très logique, mais c'est tellement important aussi à cet âge-là. Même si on n'a pas eu l'habitude avant, en fait, il est temps de l'apprendre et justement, peut-être qu'à 40, 45, 50, on n'a plus d'excuses de dire: «Ah, mes enfants sont petits, j'ai pas le temps» et cetera. Oui. Commencez à vous organiser parce qu'en fait, la clé de tout ça, c'est l'organisation. Ah mais Décide de tes recettes. Tu as un jour de course fixe. Moi, c'est le mercredi, pareil, j'ai un jour de course fixe. Et ça permet de planifier ses repas et ça permet aussi d'avoir ce qu'il faut dans le frigo. Parce que tant qu'on n'a pas ce qu'il faut dans le frigo, ça se passera pas. non. Quelqu'un qui n'a pas du frais dans son frigo ne va pas cuisiner frais. Et si c'est toujours les courses à la dernière minute, à l'arrache, ah bah tiens, il y a plus rien, j'y vais. Et du coup, on rentre toujours dans ce cycle de pas planifier, pas organiser. Du coup, ça prend encore plus d'énergie et en plus, on mange pas C'est ça. équilibré parce qu'il y a jamais ce qu'il faut. Et après, on s'étonne d'avoir des enfants, une famille qui mange pas équilibré parce que finalement, on ne leur propose jamais, de légumes, de choses fraîches, alors que ça devrait être la base, mais ça demande, c'est vrai, une certaine organisation, mais qui finalement est plus légère que si on n'a pas et tout est désorganisé et c'est compliqué. Donc, si dans les âges de 40, 50, on est d'accord que c'est plus juste des options, quoi. C'est pas juste: «Ah tiens, je vais manger équilibré pour perdre 1 kilo, pour rentrer dans mon maillot». On est dans des sujets de santé. C'est ça. C'est pas pareil. Moi, j'ai pas envie de peser, en tout cas du moins possible. Je me dis toujours que j'ai une responsabilité. J'ai fait 3 enfants, et je me dis: «J'ai pas envie» d'abord, j'ai envie de me sentir bien et en forme le plus longtemps possible et j'ai pas envie d'être un fardeau pour mes enfants. Alors je sais pas ce que la vie me réservera, parce que je suis pas à l'abri d'une maladie, invalidante ou d'un truc comme ça, mais en tout cas, j'aurais tout fait
pour rester dynamique, autonome, avoir toute ma tête. Par exemple, j'apprends, je lis tous les soirs. Je pense que c'est tout bête, mais c'est un truc d'hygiène de vie. Tu vois, cet été, j'ai toujours beaucoup lu, mais cet été, j'ai pris une décision parce que quand on est en vacances, on lit. On regarde pas la télé, on lit le soir. Et, et du coup, en rentrant de vacances cet été, parce que l'été, on va toujours au même endroit, donc voilà, et le soir, on regarde pas la télé, on lit souvent, on lit à la plage, on lit le truc. Et je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi tu fais pas ça? C'est tellement bon de lire. Puis surtout à l'ère des réseaux sociaux, on a perdu ce truc-là qui est ultra addictif, qui peut être autant addictif que n'importe quelle série Netflix, mais qui va nous enrichir d'une autre manière. Ça va enrichir notre vocabulaire, notre façon de raisonner, ça va ouvrir notre esprit, notre imaginaire et surtout, on va apprendre de nouveaux mots, de nouvelles choses parce qu'on voyage dans un livre, tout dépend de ce qu'on lit, mais voilà, ça peut se passer à une autre époque, dans un autre pays, etc. Et du coup, j'ai pris cette décision et depuis, je n'ai plus regardé la télé un seul soir depuis cet été. Donc, je vais à la bibliothèque, voilà, avec les applis. Alors, le bon truc des applis, c'est que je peux réserver mes livres, etc. dès que j'entends parler d'un truc, et voilà, et je lis. Et ça, je pense qu'on a besoin de cuisiner. C'est aussi une manière de se remettre en question parce qu'on va faire de nouvelles techniques d'un coup. On ne sait pas faire ça, on l'a jamais fait. Il faut être curieux. Par exemple, moi, j'adore cuisiner des trucs que j'ai jamais cuisinés, des trucs où j'irais pas nécessairement. Je me dis: «Tiens, bah, tiens, faisons une recette avec ça. Ouais, ça me paraît pas bon ou voilà, ça m'attire pas ce légume ou je l'aime pas trop». Tu vois, on a toujours un truc ou 2 qu'on n'aime pas trop, mais je me dis: «Tiens, bah, essaye parce que peut-être là, ça tu vas l'aimer comme ça». Bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est pas grave, soyons curieux d'épices, de saveurs, de trucs, et à l'ère d'aujourd'hui, on peut vraiment, vraiment s'amuser avec ça. On peut vraiment Faut être s'amuser, ambitieux. ouais. Moi, je suis très cuisinière de l'impro. Bah oui, J'aime bien tester des trucs, j'ai pas de recette, je mélange, je mets des épices et tout, et c'est super parce que du coup, les enfants s'habituent aux épices et ça vient aussi avec la pratique. C'est un peu des niveaux d'expertise, j'ai envie de dire, parce qu'entre la personne qui n'aime pas cuisiner, qui cuisine jamais et celle qui commence à se faire confiance pour tester des nouveaux trucs et faire un peu à l'intuition et au pif, il y a un petit chemin d'apprentissage. Mais ça vient avec le temps et si vous y êtes pas encore aujourd'hui, dans cette tranche d'âge-là, bah, il est grand temps, il n'est pas trop tard, mais il est grand temps de s'y mettre et de commencer à rentrer un peu dans ces sujets. Et Noémie, alors j'avais aussi une question sur, prenons l'exemple de cette femme dans la quarantaine, rien ne va plus, c'est compliqué sur un plan perso, c'est compliqué en couple, c'est compliqué sur un plan pro et niveau corps, tout part en cacahuète. Prise de poids, mauvais sommeil, ça ne va pas. Et donc, elle se dit: «J'ai besoin de me remettre en question, mais je ne sais pas par quoi commencer». Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? C'est quoi pour toi les 1res clés d'auto-coaching qu'on peut mettre en place pour commencer à aller mieux dans ces moments de crise? Alors déjà, il faut commencer par le commencement. Alors là, on a parlé des 40 ans, après on peut parler de la ménopause. Moi, elle est arrivée après 50 ans. Effectivement, il y a des chamboulements. Oui, je les ai eus comme tout le monde, entre les bouffées de chaleur, le sommeil qui est plus du tout le même, la mémoire aussi, la capacité de se concentrer, oui, il y a des choses qui partent en vrille. Le poids, j'ai pris du poids aussi, pas énormément, mais assez pour ne plus rentrer dans les vêtements que je mettais avant. Et cetera, et cetera. Mais on ne peut pas combattre, 10 lièvres à la fois, quoi. Enfin, voilà, il faut choisir ses combats dans la vie, mais c'est vrai toute sa vie, ça. Donc il faut commencer par, déjà, les besoins vitaux. Les besoins vitaux, c'est de dormir, tu vois? Avant même de penser à son tour de taille, moi, je sais que dormir, c'était important et souvent les bouffées de chaleur, c'est aussi ce qui perturbe, pour certaines, le sommeil. Alors, j'ai eu de la chance, j'en ai plus aujourd'hui des bouffées de chaleur, mais je me suis traitée par des plantes. J'ai essayé de chercher, de trouver des solutions. J'ai compris que ça pouvait parce que je pars toujours du principe que quand c'est pas une maladie, bah, déjà c'est pas grave. Je suis pas malade, je suis ménopausée. C'est comme quand j'étais enceinte, j'étais pas malade, mais j'avais des symptômes. Voilà, j'avais la tête qui tournait le matin, il y en a qui ont des nausées, il y en a qui ont voilà, et on prend du poids aussi, bref. Et en fait, c'est un état. C'est un état, donc ça veut dire que ça va pas durer. Il faut passer le cap déjà et puis comment bien le passer? Il faut dire que dans nos cultures, je pense qu'il y a des cultures où ça se passe mieux que chez nous. Dans nos cultures, on n'en parle pas.
Tu vois, c'est comme un tabou, ça t'arrive, sur le coin de la tête, c'est comme la grossesse ou l'accouchement, tu vois? On n'en parle pas. On te parle du bébé qui arrive, on te parle de ta grossesse, mais on te parle pas des problèmes ou de ce que tu peux vivre. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux, peut-être que ça s'est un peu démocratisé de pouvoir parler un petit peu de ce qu'on ressent. Et néanmoins, est-ce que les solutions, on les a, vraiment, tu vois? Et je pense que dans d'autres cultures, ça se passe mieux. Parce qu'on est mieux accompagné. Là, on est un peu tout seul, chacun dans son coin avec nos problèmes. Comme c'est pas le truc que tu mets sur une table ou que tu as pas forcément des gens qui vivent la même chose en même temps autour de toi, et puis c'est pas le truc, tu vois, que tu annonces à un dîner de copines en disant: «Et vous, votre ménopause, comment ça se passe?» Mais je pense qu'on a tort, on y pense non, mais moi-même, j'ai pas l'idée de parler de ça et pourtant je me dis qu'avec mes copines, je pourrais le dire et ça passerait très bien. Mais on pense même pas à l'évoquer, c'est comme si on devait vivre ça tout seul dans notre coin. Voilà, mais non. Donc oui, il y a forcément des choses qu'on peut faire. En tout cas, on sait qu'il y a des choses qui aggravent ces phénomènes. Ouais. Donc déjà, en partant de là, on peut se dire: «Bon, bah, voilà, il y a des trucs» et puis commencer à explorer un petit peu. Est-ce que quand c'est moi, j'avais remarqué que si, j'avais bu de l'alcool, bah, j'avais plus de bouffées de chaleur. Mmh. Ouais. Quand j'allais à un dîner et tout ça, bah, ouais, j'en avais 10 fois plus. Donc Et c'est OK, prouvé, là, hein. C'est prouvé scientifiquement que l'alcool, favorise les bouffées de chaleur, donc tu as eu voilà. un bon Donc diagnostic. déjà, tu te dis: bon, l'été, il faut peut-être revoir le petit rosé». Mais ce qui est, c'est qu'il faut faire des renoncements, ça c'est sûr, hein, à un moment. Bon, moi, j'ai utilisé des plantes, voilà, j'ai essayé, dans ma chambre, je mets des huiles essentielles aujourd'hui, et j'ai remarqué que quand je le mets pas, je dors moins bien. Alors je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais en tout cas, mon petit diffuseur d'huile essentielle, ça marche assez bien et puis mon sommeil est revenu. En fait, ce dont je me suis aperçue, je crois aussi que c'est un peu un principe de développement personnel, ce sur quoi je résiste persiste. Mmh. Et que donc, plus je vais faire attention à tous les trucs, plus je vais m'inquiéter, plus je vais focaliser mon attention sur les choses qui vont pas et plus elles vont prendre de l'ampleur, ne serait-ce que dans mon cerveau. Et donc je de leur donner trop d'importance, donc je pense que ça aussi c'est bien, c'est de prendre un peu de distance, un peu de recul. OK, les bouffées de chaleur, c'est pas non plus la fin du monde, et puis moi je vivais en me disant: «Ça va passer». Ouais, donc en fait, il y a un peu 2 choses dans ce que tu dis. Il y a à la fois le côté, mettre les priorités dans le bon sens, donc avoir un côté un peu pragmatique, si je comprends bien, de, OK, je dors pas bien ou je dors mal, priorité, besoin vital, je mange pas bien, besoin vital, enfin voilà, comme pour les bébés, hein, finalement, bien dormir, bien manger, les besoins fondamentaux et en même temps, il y a aussi cet axe qui est un peu plus, vraiment de questionnement sur, OK, finalement, est-ce que c'est si grave? La ménopause, c'est pas une maladie, hein, et tu fais bien de le rappeler, ce n'est pas une maladie. Il y a encore beaucoup de femmes qui croient qu'il faut tout de suite aller voir le gynéco, le médecin, que c'est un problème. La puberté, on va pas voir le médecin pour la puberté. Sauf que la ménopause, on est tellement mal informé qu'on pense qu'il faut tout de suite, courir, aller voir le gynéco, prendre un médicament. Non, c'est pas une maladie et justement, arriver à dédramatiser. D'ailleurs, c'est prouvé aussi scientifiquement que les bouffées de chaleur s'aggravent si on focalise dessus. Ah bah, tu vois? Mais je ne savais pas, mais tu vois? J'ai Voilà. même envie de te dire comme n'importe quelle maladie, tu vois? Migraine, tu as une migraine, tu dis: «Ah là là, ça y est, j'ai une migraine. Ah ça y est, ça commence. Ah ça va être horrible. Ah ça va durer des heures. Ah mon Dieu. Oh là là là, oh là là». Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on l'accentue. On va focaliser dessus et comme tu disais tout à l'heure, c'est une forme de résistance à ce qui se passe. Je suis pas en train d'accepter ce qui m'arrive. Donc je résiste, j'ai pas envie et du coup, c'est encore pire et ça prend toute la place. Donc la ménopause, c'est la même chose. Et alors justement, dans ce questionnement des besoins vitaux, pour toi, une personne qui va pas bien, qu'est-ce qu'elle doit regarder en premier? Il y a le sommeil, il y a c'est quoi les fameux, les choses fondamentales, dont il faut s'occuper tout de suite pour une personne qui va pas bien, qui est perdue, qui sait pas par Bah, les besoins vitaux, c'est qu'est-ce que je mange, comment je bouge et comment je dors, tu vois? C'est un peu les 3 trucs. Est-ce qu'on bouge assez? Parce que souvent aussi, comme les enfants ont grandi, on fait moins d'efforts. Tu vois, au début, tu les portes tout le temps, il faut les baigner, il faut ceci, il faut cela. Enfin, tu quand même, tu montes, tu descends quand tu as une maison, tu jamais, voilà, quand ils sont plus grands, tu fais moins de choses, du coup, tu deviens plus sédentaire. Il y a ça aussi qui amène la prise de poids. En tout cas, pour ma prise de poids, moi, je me suis quand même rendu compte de plusieurs choses. C'est que,
je mangeais toujours pareil alors que mon corps éliminait beaucoup moins. C'est souvent comme ça qu'on grossit, donc c'est juste logique. C'est pas une punition de la ménopause qui arrive, c'est comme quand on arrête de fumer. Il y en a qui arrêtent de fumer, mais ils grossissent pas parce qu'ils arrêtent de fumer. Ils grossissent parce qu'ils remplacent la cigarette par un truc sucré souvent. Ils vont manger plus sucré, plus de gâteaux, ou ils vont se jeter sur quelque chose qui fait grossir. Et donc, c'est juste, en fait, l'équilibre entre ce que je mange et ce que je dépense qui fait que tu grossis. C'est juste ça, c'est assez simple, en fait, hein. Et donc, voilà, donc c'est revoir un peu, OK, je dors pas bien, comment je peux dormir mieux? Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Si c'est juste que je me réveille et que je suis, gling, les yeux comme ça, bah, moi, j'avais fait de la sophrologie avant de dormir. On peut faire de la méditation avant de dormir. Il suffit de trouver le bon truc, pour, voilà, ça. Je me souviens que j'avais utilisé les petites, gummies là, qu'on trouve dans le commerce. Alors après, ça marche ou ça marche pas. Des fois, c'est le placebo, mais on s'en fiche en fait. L'idée, c'est qu'on dorme et puis je te dis, j'ai fini par trouver mes huiles essentielles, ça marche très, très bien. J'ai un combo de 3 huiles que je mélange, que je mets dans mon petit truc, j'appuie, voilà, comme vous avez compris que je dormais avec un bouquin, parfois ça reste, puis ça se finit, ça s'éteint tout seul et c'est pas bien grave. Mais voilà, j'ai trouvé ça. Donc j'ai cherché le sport aussi, faire du sport, faire du yoga le soir. Il y a des yogas pour dormir, par exemple, qui vont faciliter le sommeil. Et ben, il suffit de se faire 10 minutes de yoga. Il y a même des trucs qu'on fait dans son lit. On n'a pas. Et puis, il faut vraiment se questionner, est-ce que si je dors mal, c'est parce que d'un coup, mon sommeil est devenu perturbé ou est-ce que j'ai pris des mauvaises habitudes? Combien de temps je reste devant des écrans? Combien d'écrans je consomme? Parce que pareil, comme on n'a pas à se lever pour préparer les enfants le matin, bon, bah, on peut se coucher un peu plus tard. Donc, je m'enfile des séries toute la soirée. Et après, je peux pas être papam pidoum pour dormir, tu vois? C'est plein de petites choses comme ça. C'est insidieux. On se rend pas compte qu'on a pris des mauvaises habitudes et qu'elles ont entraîné des symptômes. Mais qu'on relie à la ménopause, mais peut-être que non. C'est juste qu'on arrive à un âge où on fait subir à son corps des trucs pas glop. Et du coup, parce que je me dis que si ça a marché pour moi, c'est que ça doit marcher pour tout le monde, tu vois? Moi, mon sommeil, il est revenu comme avant. Oui. Alors, il est pas aussi profond. Tu as quand même eu, tu vois, une sorte de protocole. Alors, c'est presque inconscient parce que pour toi, c'est automatique, mais moi, ce que je vois vraiment en t'entendant, c'est pragmatique. Je me pose la question, je me questionne de façon saine. OK, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je fais pas au top? À la ménopause, on a moins d'œstrogène, moins de progestérone, donc notre corps, il tourne pas aussi rond qu'avant. Donc forcément, ça bouscule des choses et ça vient mettre en lumière quelque part Perdu. les endroits justement où il y a des problèmes, où il y a des choses qui sont pas top. Donc, c'est le moment justement de se remettre en question et c'est ce que tu as très bien fait. Et puis, tu parles aussi beaucoup de ta capacité à chercher, tu vois? Tu as cherché, tu as rebondi. Oui, mais tu vois ça, c'est finalement la clé aussi, qui peut aider Oui, beaucoup de femmes. Ne vous arrêtez pas à une tentative, à un essai, à une plante, à une huile, à une consultation de naturo. Toi, tu as continué à chercher. Même, tu as essayé des choses qui marchaient pas, j'en suis sûre, plusieurs fois. oui, forcément. Dans plein de domaines d'ailleurs. Et il faut pas tu as raison, tu dis un truc très important, mais c'est pareil dans tout. C'est-à-dire qu'on est dans l'ère du Kleenex, tu vois? On est dans une société on veut que ça aille vite, tu vois? Et que ça marche du premier coup. Mais non, tout peut pas marcher vite et du premier coup. C'est un processus. Ton corps doit se réhabituer à certaines choses et cetera. C'est comme quand, tu vois, c'est le truc du magazine, perdre 3 kilos avant l'été, le magazine est au mois de juin. Non, tu vas pas. Oui, peut-être, on peut perdre 3 kilos, mais est-ce que c'est ça qu'on veut, perdre 3 kilos, rapidement ou juste comprendre pourquoi on va plus jamais les reprendre ces 3 kilos surtout? Quelles erreurs j'ai fait? Comment c'est plus ça le plus important, comme tu dis, c'est plus une histoire de poids, c'est une histoire de santé, de se sentir bien, et puis de renoncer parce qu'on n'aura plus jamais le corps qu'on avait quand on avait 30 ans, quoi. Faut être clair là-dessus. Aussi, les choses changent et en même temps, il peut y avoir des solutions et c'est ce regard-là que je trouve vraiment intéressant de OK, ce que vous avez essayé jusque-là n'a pas fonctionné. Est-ce que pour autant, vous avez vraiment essayé tout ce qui existe? Non, parce qu'en fait, il y a des tonnes de trucs. Il y a des tonnes de remèdes, il y a des tonnes de solutions et quand on se met en mode solution, c'est souvent là qu'on arrive à débloquer le C'est souci ça, coince, quoi. Non, c'est ça.
Ouais, donc du pragmatisme, être capable aussi, de se remettre en question, être capable d'essayer des nouvelles choses. Et donc toi, aujourd'hui, tu accompagnes, du coup, les femmes, essentiellement, hein, je crois que tu accompagnes les hommes aussi, mais là, on est Oui, j'ai quelques hommes quand même, ouais, il y en a qui bon, sont ça arrive. j'en ai de plus en plus d'ailleurs. Ah super. Les choses changent. Et alors, qu'est-ce que tu proposes, toi, comme clé pour aller plus loin dans ton offre de coaching, sur ces sujets-là, pour se réaligner à cet âge-là? Alors c'est très personnalisé après, tu vois? Ça dépend, de quoi j'arrive avec quelle demande. Alors évidemment, moi je fais pas des rééquilibrages alimentaires ou des choses comme ça. C'est pas mon domaine de compétence. Je l'ai fait pour moi parce qu'à un moment j'en ai eu besoin, mais c'est pas ça. C'est plus on va travailler plus dans, bah, qu'est-ce qui pose problème au fond? Parce que tu vois, tu as dit plein de choses. Je me sens plus aussi jolie, je me sens plus j'ai une dame d'ailleurs en ce moment là, elle est mignonne comme tout, elle a pas 50 ans encore et alors pour elle, c'est la catastrophe parce qu'elle aimerait refaire sa vie et c'est comme si maintenant elle pouvait pas. Parce que 48 ans, elle va être ménopausée et pour elle, une fois qu'on est ménopausé, c'est foutu, hein, on peut plus refaire sa vie, plus personne veut de nous, c'est terrible, hein, d'ailleurs. Alors que moi, j'ai plein de gens que je connais qui ont refait leur vie après, même 60 ans et qui l'ont bien refaite. Parce qu'en fait, il y a la vérité, c'est qu'il y a pas d'âge et que non, faut pas croire, tous les hommes ne cherchent pas une petite jeunette, et heureusement d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui c'est plutôt malsain d'ailleurs d'être vieux et de vouloir une petite jeunette. Donc non, les hommes normalement constitués, ils cherchent pas une fille, et puis ils cherchent pas un physique de toute façon et jamais, qu'on soit jeune ou moins jeune. Peut-être que oui, dans notre fantasme, on a une idée de voilà, on a tous rêvé d'un beau brun ténébreux. Moi, j'ai, épousé 2 blonds aux yeux bleus, donc tu vois? Et pourtant, eux, je les ai aimés. Donc c'est pas, voilà, il y a le fantasme et il y a la réalité. Et dans la réalité, voilà, c'est de se réaligner avec ça. Donc moi, là où je peux accompagner, c'est plus, quel est le vrai problème derrière tout ça? Parce que derrière tout ça, il y a une non-acceptation de ce qui est et de qui je suis. Parce que vouloir, ne pas se laisser aller, ça, je suis OK, tu vois? Moi, j'ai pas envie de ressembler à une mémé, j'arrive à 60 ans, j'ai pas envie d'avoir l'air d'une mamie, tu vois? Donc je fais du sport, je fais plein de choses. Je fais attention à ce que je mange, et encore je dis: «Je fais attention», je fais pas attention, mais j'essaye de manger bien, voilà, c'est plus ça. J'essaye de manger équilibré, de manger des choses qui vont faire du bien à mon corps. Je fais du sport et cetera, on l'a compris. Donc je le fais bien dans un objectif de mieux-être, mais pas pour me sentir, moi en tant que Noémie et personne, une autre. Pas parce que j'ai un problème avec qui je suis, pas parce que j'ai un problème avec mon corps ou ce que je renvoie comme image, juste parce que j'ai envie d'être toujours bien. Mmh. Tu vois? C'est ça quand il y a cette espèce de non-acceptation de ce que j'ai, ça peut mettre tellement de pression que finalement on va pas changer. Parce qu'on s'est mis tellement trop de pression sur les épaules que comment je peux changer si je m'aime déjà pas comme je suis? Donc peut-être que oui, c'est ce chemin d'amour de soi, peut-être que là où je peux vraiment accompagner et puis voilà, pour voir un peu, bah, quel est le vrai problème en fait dans ce que je vis. Quel est mon objectif? Est-ce que c'est, d'être, plus mince? Et même si on peut travailler là-dessus, sur un autre plan que voilà, qu'est-ce qui fait que je mange? Qu'est-ce qui fait que parce qu'il y a pas de secret, c'est pas la ménopause qui fait grossir, c'est ce que je mange, Mmh. toujours. Je mange et puis les émotions que je ressens, Voilà. à la racine de tout ça, parce que souvent c'est des émotions qui me font manger. Et donc voilà, on est vraiment dans ce sujet-là, finalement, du coaching que peut proposer Noémie, dans ce sujet d'amour de soi, dans le fait de reprendre contact, de se reconnecter à qui on est en tant que femme, ce qu'on veut dans sa vie, ce qui est important pour nous, de se remettre au centre, de réapprendre à prendre soin de soi. Et donc, c'est à travers, ce type de coaching, si je comprends bien, que tu proposes, que tu permets aux femmes de se réaligner et de trouver des solutions à ce qu'elles traversent à la quarantaine, à la ménopause? Oui, en fait, comme dans tout accompagnement, dès lors qu'il y a une souffrance, c'est-à-dire quelque chose qui est pas OK, bah oui, parfois on a besoin de quelqu'un, tu vois? Pour nous aider à traverser.
cette étape, en fait, hein. C'est juste ça, c'est nous aider à traverser cette étape avec un objectif à la clé. C'est qu'est-ce que je veux finalement? Qu'est-ce qui me dérange aujourd'hui et vers quoi je veux aller et comment, je peux me faire accompagner? Voilà, c'est comme prendre quelqu'un de main dans la main et puis de lui faire traverser le chemin. Voilà, c'est ça. Super, génial. Eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec Noémie dans le lien que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo juste en dessous. Il va également s'afficher dans un instant dans les liens qui vont être proposés à la fin de cette vidéo. Vous pouvez retrouver Noémie de Saint-Cernin également sur son site. Si tu peux rappeler l'adresse de ton site peut-être. Oui, alors tout porte mon nom, hein, mon site, mes réseaux, c'est noemiedesaintcernin.com en fait sur internet. Voilà, c'est facile de me trouver avec mon nom, on va me trouver partout. Bon, voilà, pour retrouver Noémie. Noémie, un énorme merci du fond du cœur pour tous tes conseils. C'était vraiment super de t'avoir avec nous aujourd'hui pour aider les femmes et pour aider aussi celles qui me suivent. Je te souhaite une très bonne journée. Je vous dis à toutes à très bientôt. Si vous voulez suivre Noémie aussi, elle a une chaîne YouTube que vous pouvez découvrir avec énormément de conseils gratuits qui peuvent beaucoup vous aider. Noémie, je te dis à très bientôt et je dis à tout le monde à très bientôt et prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.